venaient des milieux, ils n'avaient pas suffisamment de moyens financiers, jusqu'autour de 60%, comme justification de ne pas se présenter dans un centre pour être pris en charge. Et au moins un quart disait qu'il n'avait pas l'information par rapport à la prise en charge et de cette pathologie. Et un autre défi au niveau national, c'est un problème de distance. Donc, quand on organise des missions, vous allez vous rendre compte que parfois, une famille doit parcourir plus de 200 km pour atteindre le centre où l'enfant pourrait être pris en charge sur le plan essentiellement médical. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu? Et au vu qu'au niveau des consultations, on constatait qu'il y avait quand même des parents qui venaient avec des enfants souffrant de cette malformation. Mais à côté de cela, on a aussi une maternité, plus de 10 enfants et 10 nouveau-nés par jour. Et on a vu quand même qu'il y avait quelques cas des enfants qui naissaient avec la malformation au niveau du visage des fentes labio-palatines. Et là, nous nous sommes quand même dit, connaissant un tout petit peu de créer une petite équipe qui va essayer un tout petit peu d'apporter des soins appropriés à ces enfants afin de les procurer le sourire. Parce que déjà, quand on a cette malformation, et on ne sait pas, on perd même la joie de vivre. Ça affecte pas seulement le côté physique, mais le côté moral et pourquoi pas le côté spirituel pour les croyants. Alors, notre objectif parmi les stratégies, c'était de soigner au maximum les enfants qui vont se présenter au sein de notre hôpital. Et cela sous-entendait qu'il fallait qu'on ait une équipe spécialisée au sein de l'hôpital dans la prise en charge globale et holistique de ces situations de fentes labio-palatines. Et à côté, parce que peut-être on ne sait pas prendre tous ces enfants au niveau de l'hôpital, nous sommes une institution de formation, les cliniques universitaires de l'Université catholique de Bukavu. Donc, nous avons aussi une mission de formation. Et donc, nous avions réfléchi comment organiser ces missions de prise en charge et pour les confrères qui sont dans des hôpitaux essentiellement ruraux en matière de fentes labio-palatines. Et enfin, parce qu'on sent toujours qu'il y a un problème de communication, il y a des gens qui pensent qu'un enfant qui naît avec une fente labio-palatine, c'est une malédiction, c'est des mauvais sorts. Alors, on s'est dit qu'il faut aussi aller pour renforcer la communication de la communauté sur ces genres et des malformations. Là, c'est juste un petit appel en se disant, oui, nous devons avoir une équipe qui est spécialisée, donc il nous faudrait qu'on ait un spécialiste en maxillofacial, un anesthésiste bien outillé avec son équipe, des infirmiers pour apporter des soins, et un tout petit peu l'équipe des dentisteries qui est aussi spécialisée un tout petit peu en orthodontie, et une équipe de logopédie, et une équipe pour la nutrition clinique ainsi que psychologue. Et par rapport à l'apport de l'hôpital sur ces sujets, nous avons eu la grâce d'avoir un spécialiste qui a terminé en 2018 et c'est carrément presque le seul pour cette partie est, c'est-à-dire je prends l'ancien province orientale, le nord et le sud Kivu. Et nous avons un spécialiste en pédiatrie, mais qui est polarisé en nutrition clinique depuis 2018.
On a un spécialiste, un anesthésiste, avec en anesthésie, donc les spécialistes en anesthésie et réanimation, avec une équipe des techniciens anesthésistes qui l'entourent avec une bonne formation et dans la prise en charge de ces domaines. Et en plus de cet apport de l'hôpital, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de limites. C'est comme ça que la coopération avec Smaltren est vraiment tombée au point nommé. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'appui du côté gouvernemental pour nous aider et à mettre très rapidement cette équipe en place. De l'autre côté, bon, d'autres organisations n'étaient pas vraiment impliquées et orientées leurs objectifs dans ces domaines. C'est comme ça qu'on a eu contact fructueux avec Smaltren, qui a accepté d'accompagner l'hôpital provincial général de référence de Bukavu pour atteindre ses objectifs stratégiques assignés. Et c'est comme ça qu'on a organisé en 2019 le premier symposium sur les becs de lierre, c'est-à-dire les fentes labiopalatines en République démocratique du Congo, ce qui a été un signal très fort et pour toute la population de la région et des Grands Lacs pour dire oui, et actuellement il y a un répondant au Sud Kivu en matière de fentes labiopalatines et sous la conduite des Smaltren. Et depuis qu'on a commencé, l'hôpital a déjà opéré autour de 300 enfants avec fentes labio et palatine. Et par rapport à l'autre stratégie d'organiser des missions pour aller former et prendre en charge des enfants en dehors de l'hôpital, et au niveau des Sud Kivu, il y a 3 missions qui ont été réalisées et dans les villages de Campé, la cité portuaire et d'Ouvira. Mais on a eu des défis. Et ces défis, c'était d'abord au sein de l'hôpital, on a dit que ces soins sont des soins qui sont globaux et holistiques. C'est-à-dire qui prend l'humain en charge sur tous ces aspects. Et par rapport aux fentes labiopalatines, oui, on a un chirurgien, on a l'équipe d'anesthésie, on a un nursing, donc un enfant qui arrive, il est évalué, il est opéré, et il est même évalué sur le plan nutritionnel. Mais des enfants, par rapport à cette malformation, ils ont d'autres difficultés, comme la difficulté de phonation, d'articulation et en parlant. Et là, on s'est rendu compte que nous n'avons pas de logopèdes. Oui, on a un service peut-être de kiné, mais on n'a pas quelqu'un qui accompagne ces enfants dans la réadaptation et logopédique. Et c'est comme ça, encore une fois de plus, qu'avec Smaltren et l'hôpital a disposé une personne qui est en cours de formation et dans le cadre de logopédie. Et également, pour l'odontologie, il y a un de nos dentistes qui est prévu pour la formation, toujours dans le cadre d'appui des Smaltren à l'hôpital général de référence de Bukavu. Et actuellement, nous sommes en train de mettre et de consolider les services de psychiatrie et de psychologie médicale, parce que nous avons un spécialiste en psychiatrie qui est arrivé. Il y a un autre spécialiste en psychotrauma et psychiatrie qui pourra nous rejoindre à la fin de cette année avec une équipe de psychologues. Donc, vous comprenez que jusque-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis avec l'appui et la volonté de l'Université catholique de Bukavu,
de l'hôpital provincial avec sa direction et surtout son partenaire qui est Smaltrend, qui est vraiment décidé d'accompagner l'hôpital pour la réussite et l'atteinte de ses objectifs et ses stratégies qui s'est assignée. Alors, par rapport aux missions de formation et de prise en charge en dehors du cadre de l'hôpital, et notre équipe, qui devait sortir, ils ont dû annuler certaines missions. Et là, le plus grand défi actuel, c'est la sécurité. Parce qu'à Bunyakiri, c'est déjà une zone où il y a de l'insécurité, alors qu'on nous avait rapporté qu'il y avait des enfants qui ont été même enregistrés au niveau de l'hôpital général de Bunyakiri, mais malheureusement, à cause de l'insécurité, on n'a pas su envoyer l'équipe pour aller réaliser cette mission. Il en a eu de même pour la mission des Chabunda, qui a été également annulée à cause de ces problèmes d'insécurité. Mais tout de même, le mois passé, notre équipe est partie à Bunia, où, dans la mission, c'est vrai, on devait opérer, mais surtout, ces opérations devaient être accompagnées autour de notre spécialiste en maxillofacial, d'autres confrères généralistes qui devraient apprendre les techniques chirurgicales de prise en charge de ces enfants naissant avec fente labio-palatine. Mais malheureusement, sur 60 enfants attendus, 8 seulement ont été opérés. Il y a même une journée opératoire qui a été annulée. Et tout ça, vous comprenez encore une fois de plus, toujours de ces problèmes et d'insécurité actuellement avec tout ce qui se passe dans la province d'Ituri et au niveau national. On a vu le président qui déclare un état de siège pour essayer un tout petit peu de voir si on va améliorer cet aspect sécuritaire, mais ça a été vraiment un grand blocage pour notre équipe dans la réalisation de cette mission et de redonner le sourire. Vous voyez, à plus de 50 enfants qui attendaient à travers cet accompagnement des Smart Trends et pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire de sourire correctement. Un autre défi, c'est par rapport à la communication et sensibilisation sur la prise en charge au sein de la communauté. C'est vrai que l'hôpital a une place d'une émission à la radio et une radio communautaire qu'on appelle Radio Maendeleo. Et cette émission s'appelle La Santé Plus. Et cette émission passe chaque lundi pendant 30 minutes et elle est financée par la direction de l'hôpital. Mais malheureusement, c'est par rapport aux fentes labio-palatines, et sur les 6 mois, on n'a eu que 2 émissions. Donc, c'est encore insuffisant pour apporter réellement le message de sensibilisation au sein de la communauté par rapport à ce problème, qui est un problème réel chez nous et surtout dans les milieux ruraux, et à essayer un tout petit peu de toucher cette population afin d'amener ces enfants vers les centres de charge. Et nous terminons donc par des recommandations. Et il faut vraiment que nous arrivions au niveau national à intégrer la prise en charge holistique et globale des fentes labio-palatines dans le système d'organisation nationale dans le cadre de la santé. C'est très important et ça va apporter les sourires à ces enfants. Ça va vraiment beaucoup aider à diminuer ces stress et tout ce qui traîne derrière l'aspect bec des lièvres, et surtout dans nos communautés africaines où on considère cela comme une malédiction.
De deux, de renforcer la capacité des médecins généralistes dans les hôpitaux ruraux en matière de prise en charge des fentes labio-palatines. Pensons que toutes ces deux recommandations vont toujours dans le même sens et d'intégrer vraiment cette prise en charge dans la politique sanitaire nationale. De trois, de continuer à renforcer l'appui de l'État congolais et Small Train et à l'équipe de prise en charge de l'hôpital provincial général de référence pour qu'elle apporte réellement des soins holistiques et globaux aux enfants naissant avec ces fentes labiopalatines. Et de quatre, et d'appuyer dans le cadre de sensibilisation et sur la prise en charge des fentes labiopalatines. Nous terminons avec ces images de ces enfants qui ont retrouvé les sourires grâce à l'implication de l'hôpital provincial général de Bukavu et de Small Train, et nous vous remercions. Grand merci, Dr Quesnay, pour cette intéressante présentation. Et d'ores et déjà, j'aimerais vous féliciter pour les 300 enfants opérés au sein de l'hôpital. Et vraiment, ensemble, je pense que nous allons donner plus de sourires à ces enfants porteurs de fentes labiopalatines. Et nous voyons également que vous faites face à beaucoup de défis, notamment les défis sécuritaires. Et pour la petite histoire, je suis en Centrafrique et ici également, nous avions organisé des campagnes depuis le mois de novembre-décembre, mais à cause de l'insécurité, nous avons dû reporter ces campagnes-là jusqu'à présent. Et le principal défi, c'est que les chirurgiens qui sont dans les zones reculées ne sont pas toujours outillés pour prendre en charge facilement ces patients-là. Et ça, c'est un réel défi. Avant qu'on ne reçoive les questions de l'auditoire, j'aimerais vous poser une question. J'ai vu que vous avez parlé du plaidoyer auprès du gouvernement pour que la politique nationale de santé du Congo puisse prendre en compte la prise en charge des fentes labiopalatines. De manière pratique, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens-là? Quelles sont les actions que vous comptez mener et comment est-ce que vous comptez convaincre le gouvernement de se focaliser sur cet aspect-là? Merci. Oui, merci pour cette question, docteur Nicole. C'est vraiment profond et intéressant. Et de un, comme je l'ai dit, nous sommes une institution universitaire, donc une institution de formation, une institution de recherche. Et étant une institution de recherche, il est de notre devoir d'essayer un tout petit peu de chercher les réels problèmes au sein de la communauté pour en faire des études que nous allons présenter auprès essentiellement de nos dirigeants afin de trouver des réelles solutions à ces problèmes. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit, c'est vrai, c'est des études qui ne sont pas encore publiées, même dans des petits journaux locaux. C'est juste des constats. On a très rapidement constaté qu'il y a quand même, soit à la maternité de notre hôpital, mais aussi dans des maternités et essentiellement dans des zones rurales, qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec ces problèmes de langue et des fentes labio-palatines. Mais malheureusement, par manque d'informations, par manque de moyens et surtout par manque d'une politique nationale de prise en charge de ces genres de malformations qui sont négligées, et ces enfants vont grandir avec ces préjudices esthétiques qui devient carrément un frein. Parce que c'est déjà très difficile pour les patients
y a un enfant qui a des malformations au niveau de l'école, il a déjà un problème des prononciations, des phonations, et c'est un enfant qui risque d'être carrément analysé, et donc ça devient un enfant rejeté par la société. Or, parmi eux, c'est des enfants qui ne savaient que toutes leurs capacités. C'est des enfants, je l'ai dit à l'introduction, qui n'ont aucun problème et qui les exposent. C'est vrai qu'il y a des cas rares où il y a des malformations multiples, mais la plupart des fois, c'est des enfants qui ont toutes leurs capacités, qui ont une bonne physiologie, et donc des enfants qui méritent d'avoir une vie comme tout le monde et un avenir comme tout le monde. Mais malheureusement, à cause de cet handicap, c'est des enfants carrément qui sont marginalisés et rejetés par la communauté. Et donc, pour nous, c'est un plaidoyer que nous sommes obligés à appeler en tant que cliniques universitaires, déjà commencé au niveau provincial, intéresser l'autorité provinciale et canaliser cela au niveau national avec l'accompagnement et l'appui des partenaires, dont Smaltron qui est vraiment engagé et qui soutient l'hôpital dans ce sens, pas seulement pour la prise en charge de ces enfants, mais pour la formation et l'équipement surtout, et de nos services pour la prise en charge de ces enfants. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et l'acquisition des compétences humaines doit toujours précéder l'acquisition du matériel. Et c'est ça notre stratégie, et c'est pourquoi nous réussissons, et nous réussissons encore plus avec Smaltron. Voilà un tout petit peu ce que j'allais apporter par rapport à cette question. Merci beaucoup, Dr. Quesnay. C'est très instructif ce que vous dites. L'acquisition, vous avez dit l'acquisition du matériel doit toujours précéder l'acquisition des compétences humaines doit toujours précéder l'acquisition du matériel. Super, ça c'est très bien dit et je partage clairement cette conviction-là. Et nous attendons toujours les questions pour notre orateur. Dear participants, if you have any questions, please direct them to the question and answer box. We still have enough time to discuss with our speakers. Docteur Quesnay, j'ai encore une question. Si je dis hôpital provincial de Bukavu, qu'est-ce qu'il y a de spécial que vous avez fait que vous aimeriez partager avec l'auditoire? Oui. Dans la prise en charge ou dans les défis que vous avez rencontrés, quelles sont les initiatives que vous avez pu mettre en place et quels ont été les résultats? Oui, et là déjà, de un, comme je dis toujours, on part des constats qu'on a et on essaie de se documenter et on se rend compte que la prise en charge, c'est pas seulement la prise en charge chirurgicale où on amène un enfant, il a sa fente, on opère et ça se passe bien, il rentre chez lui. Et c'est pourquoi je dis que c'est une prise en charge qui est globale et holistique. Déjà, au niveau de l'hôpital, on était tout content d'avoir docteur Franck Masumbuko qui termine, il devient maxillofacial. On se disait, ouf, on est soulagé. Mais très rapidement, on a été rattrapé par la réalité et on s'est rendu compte qu'on avait besoin encore d'autres spécialistes, que ce soit du côté médical ou paramédical, pour vraiment que nos soins soient les plus efficaces possibles. Oui, nous sommes un hôpital de l'État qui a été cédé à l'Église. On a nos difficultés, on a nos défis. Et parmi les grands défis, c'est le moyen. Donc, c'est un hôpital qui se prend presque en charge. Et ça fait que, pour se dire qu'on peut se jeter pour des prises en charge comme des fentes labiopalatines nous-mêmes, sincèrement, on n'allait pas s'en sortir.
C'est comme ça qu'à travers les contacts, et particulièrement avec Franck, on s'est rendu compte qu'il y a Smeltron qui est là, qui est prêt à nous accompagner. On est entré en contact avec Smeltron, et c'est comme ça que Smeltron a dit oui, nous sommes prêts à vous accompagner pour prendre en charge correctement ces enfants. Et donc, au niveau de l'hôpital, comme je l'ai dit, plus de 300 enfants à qui on a redonné un joli sourire, mais ces enfants, la plupart des fois, déjà, ils venaient des milieux où ils avaient des difficultés même de manger, donc ils sont arrivés à l'hôpital, ils sont mal nourris. Au niveau de l'hôpital, on a un centre de prise en charge des enfants mal nourris, ce qui est déjà un grand atout. Et avec un spécialiste carrément en nutrition clinique. Moi-même, j'ai une formation en nutrition clinique, mais chez les adultes, mais on a quand même un pédiatre aussi chez les enfants. Alors, cela fait que on a eu un plus, parce que la plupart des enfants qui arrivaient avec un bas poids, qui ne pouvaient pas supporter la chirurgie, on est obligé de les prendre en charge d'abord au niveau du centre nutritionnel. Et dès qu'ils acquièrent un poids suffisant pour être opérés, ils ont été opérés. Bon, de l'autre côté, comme je l'ai dit, il y a toujours un déficit par rapport à la logopédie et par rapport à la dentisterie et surtout dans les cadres d'accompagnement psychologique aussi. Parce que ces enfants, oui, ils ont été pris en charge. C'est comme un psychotrauma, tant pour eux à un certain âge, mais aussi pour les parents au niveau du quartier et tout. On a même certaines de nos cultures ici. Et un enfant qui naît avec une fente labiopalatine, il est considéré comme un malheur, comme une malédiction pour la communauté. Et vous voyez un enfant qui est déjà opéré, il faut un certain niveau d'accompagnement sur le plan psychologique pour faciliter aussi son intégration dans la communauté. Mais tout cela, comme d'ailleurs vous l'aviez aussi souligné, le grand défi par rapport à tout ça, parce que c'est des enfants qui viennent dans des milieux très reculés où il n'y a pas d'accès en termes de transport, c'est plus un problème sécuritaire. Parce que nous sommes dans une région très riche et en termes de minéraux, en termes de forêts et tout cela entraîne une certaine convoitise des groupes armés, malheureusement, qui séquestrent carrément ces enfants dans ces milieux et les empêchent d'avoir accès aux soins, des prises en charge. Et donc, pour nous, il y a vraiment des défis presque à tous les niveaux, mais nous essayons un tout petit peu de nous organiser pour y répondre. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Il y a des questions dans le chat room. Il y a beaucoup de questions. Mais avant de lire les questions, il y a un commentaire de Dr. Franck. Dr. Franck dit, juste un commentaire, le problème sécuritaire est un principal défi de prise en charge de fentes actuellement, surtout en ce qui concerne les missions, les outreaches. Dernièrement, quand nous étions à Bunia, les malades ne savaient pas ne pouvait pas arriver à cause de l'insécurité. Et je me rappelle que nous avions reçu un appel de camp de réfugiés de Haru, nous disant qu'il y a beaucoup de réfugiés soudanais dans le camp avec des fentes et qui ne savaient pas comment nous rejoindre à Bunia à cause de l'insécurité. Les pourparlers sont en cours pour voir comment prendre en charge ces patients une fois les conditions sécuritaires rétablies. Je vous souhaite tout le meilleur et vivement que une situation beaucoup plus paisible puisse prévaloir dans la région. Alors, docteur Kesni, il y a des questions ici pour vous. Docteur Rudolf Diop aimerait savoir si votre équipe a un protocole de prise en charge des fentes labiopalatines codifiées. Oui, merci pour cette question. Bien sûr que oui. Et déjà, travaillant avec Smarttrend, et
Smaltren a ses exigences et nous nous sommes adaptés à ces exigences des Smaltren. Et donc, nous travaillons avec des protocoles et en accord avec Smaltren parce que c'est le premier partenaire et je dirais peut-être même l'unique vraiment partenaire qui accompagne notre institution et dans ce domaine des prises en charge des fentes labio-palatines. Oui, il y a des protocoles, oui. D'accord, merci. Il y a une autre question. Est-ce que les conflits armés qui caractérisent la RDC affectent vos activités de prise en charge des fentes? Bon, je pense que la réponse est déjà donnée. Et effectivement, vous avez eu à annuler des missions à cause de cette insécurité. Et une autre question. Quelle stratégie rassurante avez-vous pour un bon suivi de l'évolution des cas post-opératoire, d'autant plus que les malades viennent de très loin? Ça, c'est une bonne question. Quelle stratégie rassurante avez-vous? Oui. Et là, par rapport aux stratégies, nous les classifions à deux niveaux. Le premier niveau, comme par exemple les missions qu'on a été obligé d'annuler à cause de l'insécurité, à un certain moment, on s'est dit, s'il y a possibilité, s'il y a des enfants qui ne sont pas très loin de la ville par rapport aux endroits où on devait mener des missions, et ces personnes, s'ils ont accès à l'hôpital, ils peuvent venir au niveau de l'hôpital être opérés. Et comme je l'ai dit, quand on parle d'anesthésie sécurisée, ce n'est pas seulement l'anesthésie péropératoire, mais c'est le suivi post-opératoire. Nous avons tout un service post-opératoire pour ces enfants avec une équipe qui est bien outillée. C'est pourquoi j'ai dit, du côté holistique, il y a tout ce qui va suivre la logopédie et l'accompagnement psychologique. Mais de l'autre côté, pour essayer un tout petit peu d'aller retrouver ces enfants dans leur milieu et diminuer cette charge de se retrouver dans un milieu où ils ne sont pas habitués. Là, ces enfants, normalement, doivent être opérés dans leur milieu parce que c'est des opérations, si ça se passe très bien, surtout si c'est des fentes qui sont simples, c'est dans les 24 heures et l'enfant rentre chez lui. Et c'est là où je reviens encore une fois en martelant sur l'appui et l'accompagnement des Smaltren parce que chaque enfant opéré, il y a toujours un appui financier sur sa prise en charge que Smaltren apporte à l'hôpital. Donc ça, c'est aussi très important de les signaler. À un certain moment, ça met l'hôpital aussi dans la situation de rendre disponibles les matériels et les intrants et les médicaments nécessaires pour une bonne prise en charge et suivi de ces enfants. Merci, docteur. Docteur Rudolph revient avec une autre question. Vous êtes urgentiste intensiviste. Quel est votre rôle dans la prise en charge des fentes labio-palatines? Oui, c'est très important comme question. Je pense que quand vous m'aviez présenté, vous ne vous êtes pas seulement arrêté à l'aspect urgence et soins intensifs. Et je suis un membre de la direction de mon hôpital. Et donc, je participe à toute la politique stratégique de l'hôpital. Et donc, j'ai l'obligation d'avoir un tout petit peu de manière globale tous ces aspects. Et c'est pourquoi je suis venu. Ce n'est pas Dr Franck qui est notre
chirurgien, au docteur Kabouya Pierre, qui est notre anesthésiste, qui sont vraiment des membres impliqués de cette équipe spécialisée des prises en charge des fentes. Là, je dirais que je me présente d'abord comme le représentant de la direction de l'hôpital provincial général des références pour partager avec le monde des avancées de cet hôpital en matière de prise en charge, son partenariat avec les Small Train et surtout les défis qui nous attendent par rapport à cela. Donc, je présente la politique globale de mon hôpital, mais quand même, tant soit peu, et il arrive qu'il y ait un enfant qui a été opéré et qui nécessite un suivi par la suite aux soins intensifs et surtout pour les cas de malformations graves ou complexes. Et là, nous sommes aussi parfois associés à la prise en charge, surtout la prise en charge post-opératoire. Et donc, là, oui, je suis médecin urgentiste et intensiviste. Je peux intervenir partiellement, mais je viens présenter la politique globale de mon hôpital et avec surtout l'appui des Small Train et dans cette prise en charge holistique de ces fentes labiopalatines. Merci, docteur. Nous sommes parfaitement conscients de votre engagement auprès de ces enfants et vraiment, vous faites la fierté de Smile Train. Nous vous remercions pour cette précieuse collaboration. Docteur Rudolph Diop fait une remarque. Si la fente labiale entraîne un préjudice esthétique, la fente palatine entraîne, elle, un préjudice fonctionnel. Ces deux préjudices sont un obstacle à une insertion socio-professionnelle. Il y a une autre question de Myriam Mbaye. Elle dit « Merci pour votre brillante présentation. Quelles sont les stratégies de communication que vous pensez mettre en place en impliquant le gouvernement dans la prise en charge des fentes labiopalatines en RDC ?» Oui, merci par rapport à cette question. Et la première stratégie que nous essayons de renforcer, parce qu'on a déjà essayé et je l'ai souligné, c'est d'abord une sensibilisation des masses à travers le média audiovisuel. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous avons une plage au niveau d'une radio communautaire. C'est d'ailleurs la radio la plus suivie au niveau du sud Kivu, hein, parce que ça touche essentiellement les milieux ruraux. Et là, ça nous permet un tout petit peu par rapport à toutes les activités de l'hôpital, dont la prise en charge des défenses, d'organiser des émissions pour toucher cette population. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire sans associer les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, et Instagram. Et nous avons une équipe de communication, les Back-Even, avec laquelle nous travaillons. Et je pense qu'il arrive quand il y a des missions où il faut sensibiliser la population pour recruter le maximum d'enfants et pour être opérés. Et ils nous accompagnent toujours pour faire des sensibilisations au sein de la communauté. Mais à côté de cela, nous souhaiterions, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'essayer un tout petit peu encore de renforcer et d'intégrer. C'est pourquoi, dans mes recommandations, j'ai demandé que cette prise en charge des fentes labiopalatines entre carrément dans une politique globale. Parce que nous voyons pour les paludismes, il y a des accompagnements en termes de communication, et au niveau de la radio et au sein même de la communauté, avec des personnes qui passent avec des mégaphones pour sensibiliser les gens par rapport à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides et pour les sensibiliser, les encourager à aller
dans un centre de santé quand ils présentent des symptômes. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie à COVID-19, et bon, je préfère taire peut-être mes commentaires là-dessus, mais on a vu que les médias ont pris vraiment l'ascendance même à un certain moment sur la science, ce qui a fait qu'à un certain moment, la population était perdue. Et nous savons que le média, c'est vraiment un pouvoir, c'est vraiment une force qui doit nous accompagner pour atteindre au maximum les familles qui ont des enfants avec ces genres de problèmes. Donc, c'est tout à fait normal. Nous devons renforcer, améliorer et peut-être réajuster nos stratégies en matière de communication afin de toucher le maximum des enfants qui ont ce genre de problèmes. Merci, Dr Quesnay. Avant qu'on ne termine, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez eu à faire recours à la télémédecine dans votre centre? Et la télémédecine, oui. Là, particulièrement pour les cas de fentes, non, mais pour d'autres pathologies, oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Nous remercions tout un chacun d'avoir participé à cette brillante présentation. Merci, Dr Quesnay, pour votre disponibilité. Et je vais donc passer la parole à Déborah, ma collègue, pour clôturer la session. Merci beaucoup.